Bonsoir et bienvenue à tous. Jeudi 12 juillet, voici les titres. Il y a 20 ans, jour pour jour, la France de Zidane devenait championne du monde pour la première fois. Peut-être un signe pour nos Bleus de 2018 qui affronteront donc dimanche la Croatie en finale. Nous serons en direct de Russie pour les toutes dernières nouvelles des joueurs. Le beau-frère et la sœur d'Alessia Daval s'expriment pour la première fois. Ils répondent aux accusations du mari Jonathan Daval. Après être revenu sur ses aveux, il a accusé son beau-frère qui fait ce soir de nouvelles révélations. Jonathan Daval pourrait avoir bénéficié de complicité. 121 noyades en un mois, l'été s'annonce meurtrier. La plus grande prudence est recommandée. Une étude révèle qu'un Français sur 7 ne sait pas nager. Explication. Des baudruches à l'effigie de Donald Trump prêtes à décoller dans le ciel. Des milliers de Britanniques préparent un accueil sur mesure au chef de la Maison-Blanche pour sa première visite en Grande-Bretagne. Des manifestations s'organisent pour protester contre sa politique conservatrice. Et puis, à la fin de ce journal, rencontre, événements et interviews exclusives avec Tom Cruise. La star est de passage à Paris pour l'avant-première du nouveau volet de Mission Impossible. On commence ce journal avec un anniversaire donc pas comme les autres et peut-être un signe aussi. Il y a 20 ans, jour pour jour, la France remportait donc pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde au Stade de France. 1-2-3-0 face au Brésil. Un moment magique et inoubliable pour toute une génération, celle des Zidane, Deschamps et autres Laurent Blanc. Chloé Michelon, Thierry Meurer et Aurélien Romano avec Geoffrey Marin-Joris. Cette nuit-là, les drapeaux flottaient, la rue chantait, la France s'embrassait. Black, blanc, beurre. 20 ans après, un espoir vivre, une deuxième communion populaire aussi folle, dimanche soir. On devait être champion du monde, elle était à nous cette Coupe du Monde. Philippe et son fils Alexandre sont des fétichistes de la première étoile. Chez eux, dans le Nord, le Cru 98 est collector. C'est le ballon après qui montre tous les joueurs qui ont pu faire cette Coupe du Monde et qui ont ramené le trophée à la maison. Voilà. C'est là qu'on a décroché l'étoile. Quelque chose qui restera jusqu'au bout avec nous. Et ici, bien sûr, on a l'affiche de la Coupe du Monde 98, qui était un peu partout en France à l'époque aussi. Le ballon a vieilli, les joueurs ont changé. Le stress, lui, n'a pas pris une ride à 3 jours de cette nouvelle finale. C'était un match très tendu et très stressant. Donc je m'attends à la même chose pour dimanche. Champion du monde, cela dure 4 ans sur le papier, mais toute une vie dans la tête. Si vous en doutiez, écoutez. C'était fabuleux. Et mon fils, là, c'est à son tour à le vivre parce qu'il n'était pas né à cette époque-là. Et j'espère qu'il va revivre la même chose. Je suis allé chez un super copain. On s'est commandé des pizzas et on a tout surlé dans la maison. Dans ce bar ce soir, ce sera Veillée Bleue, finale 98 en intégralité et documentaire sur la vie du groupe. Du coup, on va sûrement commencer par les Jeux dans les Bleus, suivi de la finale historique du 12 juillet 98. J'avais pas énormément de souvenirs, étant donné que je suis de 94, du coup j'avais que 4 ans. Deschamps, un des héros d'alors, ne parle pas de France 98 à ses joueurs. Autre époque, dit le sélectionneur. On aimerait quand même qu'il leur souffle le raccourci qui mène au trophée. Et 1, et 2, et 3 héros. Les plus anciens comprendront. Et 20 ans plus tard, ça sera donc non pas France-Brésil, mais bien France-Croatie. Les Croates sont venus à bout hier soir des Anglais lors des prolongations. Un match épique et courageux, mal parti. Les flamboyants, comme ils se nomment, ont réussi un véritable exploit. Récit signé Jérémy Moreau. Sous ce drapeau, un peuple euphorique. Toute la nuit, les Croates ont chanté. Ils ont crié. Et pourtant, beaucoup étaient incapables d'exprimer ce qu'ils ressentaient. C'est indescriptible, c'est vraiment spécial. C'est incroyable, c'est juste énorme. Énorme comme le match livré par les Croates. 5e minute de jeu, les Anglais marquent les premiers. À Londres, c'est l'explosion de joie. Les Anglais ont plusieurs crampons en finale quand Perisic égalise. Tout se joue en prolongation. Mandzukic offre la victoire à son équipe. Dans l'euphorie du but, les Croates tombent sur un photographe professionnel. Ce dernier n'a rien raté de ce moment. Pour s'excuser, les joueurs l'embrassent. Dans le même temps, Zagreb s'embrase. Rapidement, la finale est dans toutes les têtes. C'est la revanche de 98 avec les Français. On va les écraser. Les Croates sont confiants, ils ont raison. Ce petit pays de 4 millions d'habitants, indépendant depuis 1991, vient de sortir un grand nom du football,
Une défaite qu'il va falloir digérer côté anglais. C'est le football, ce pourquoi vous l'aimez et ce pourquoi vous le détestez. Pour la 3e fois dans cette Coupe du Monde, les Croates se sont qualifiés en prolongation. Une vraie preuve de caractère. Les Français sont désormais prévenus. Et bien sûr, les Bleus n'ont rien raté de ce match entre l'Angleterre et la Croatie. Ils ont bien étudié leur futur adversaire après avoir bien récupéré. Cet après-midi, les joueurs ont repris l'entraînement et on retrouve en duplex de Russie l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Baptiste Bruno. Jean-Baptiste, les Bleus sont de retour au travail dans leur camp de base. Dernière ligne droite avant dimanche. Les joueurs sont-ils en forme? Ont-ils bien récupéré surtout? Eh bien Xavier, le mot d'ordre aujourd'hui c'était récupération. 2 jours après la victoire face à la Belgique, les titulaires avaient besoin de souffler. Ainsi Antoine Griezmann, Paul Pogba, mais aussi Blaise Matuidi, N'Golo Kanté ou encore Lucas Hernandez se sont contentés d'un léger footing. À leur côté sur le terrain, les remplaçants, eux, ont disputé une vive opposition, toujours sous l'œil attentif de Didier Deschamps. Quant aux autres stars de cette équipe de France, les Raphaël Varane, Kylian Mbappé ou encore Hugo Lloris, ils sont d'abord restés un long moment dans les vestiaires, dans les mains des kinés de l'équipe de France, avant de finir de s'étirer sur la pelouse au milieu des joueurs. Voilà une raison de plus de montrer cette preuve de plus que l'état d'esprit de ce groupe France est irréprochable, Xavier. Alors Jean-Baptiste, on les dit favoris face à la Croatie, mais gare bien sûr à l'excès de confiance. Et oui, Xavier, car sur le papier, tous les signaux sont en vert pour les Bleus. L'équipe de Croatie apparaît fatiguée. Ils ont dû disputer 3 prolongations pour arriver jusqu'en finale. 3 fois 30 minutes, 90 minutes au total. C'est comme si les Croates avaient disputé un match de plus que les Bleus. Mais attention, ils possèdent eux aussi de grands joueurs internationaux comme Ivan Rakitic qui évolue au FC Barcelone ou encore Luka Modric au Real Madrid. Des grands joueurs habitués à disputer des finales de haut niveau. Mais les Bleus les connaissent bien, ces joueurs croates. Ils savent qu'ils peuvent faire attention à eux. Et ils savent qu'ils ne prendront pas à la légère. Je vous propose d'écouter Paul Pogba. C'était en conférence de presse ce matin. Contre l'Allemagne, on pensait que c'était ça la finale en gros. On pensait qu'à la Portugal, on allait, même si c'est vrai que c'était les Portugais, avec leur parcours, on s'est dit bon, c'était gagné d'avance. Et voilà, je pense que c'était ça notre erreur. Moi, j'ai pas d'étoile pour moi. L'étoile est sur le maillot, mais je l'ai pas gagnée, donc j'ai envie d'aller la chercher aussi, comme tous les joueurs. Merci Jean-Baptiste. Et pour conclure cette page de Coupe du Monde, sachez qu'en cas de victoire, les Bleus devraient défiler lundi sur les Champs-Élysées avec bien sûr un dispositif exceptionnel de sécurité pour accompagner cet événement. On croise les doigts, c'est une triste loi des séries. Du 1er juin au 5 juillet, 121 personnes sont mortes noyées dimanche dernier. 3 enfants d'une même famille sont morts dans un lac artificiel à Chalon-sur-Saône. L'été est la saison de tous les dangers. Une enquête révèle qu'en France, 1 personne sur 7 ne sait pas nager. Nice Brunelli, Céline Durchon et Pauline Bensassi. Gabriel, vous revenez un peu vers le bord là. Quelques dizaines de centimètres d'eau et 3 minutes seulement peuvent suffire pour qu'un enfant se noie. Reviens vers le bord. Alors pour Marion, la surveillance est constante, même si ses enfants sont bien équipés et bien sensibilisés au danger. Les brassards, ça sert à éviter de se noyer. Une ceinture, ça sert à pas couler. Les plus jeunes ne sont pas les seuls susceptibles de se noyer. Alors que la France est le pays d'Europe comptant le plus de piscines, 1 personne sur 7 ne sait pas nager. Les victimes de noyades sont aussi parfois des nageurs ayant présumé de leur force. On a toujours ce risque de noyade dû à l'effort. Sinon, ça va être des sauts en eau peu profonde qui peuvent être la cause de traumatisme. L'autre risque, c'est d'avoir trop chaud avant d'entrer dans l'eau et du coup de se jeter directement dans l'eau et de faire un malaise dans l'eau. L'enquête publiée aujourd'hui recense 552 noyades en 1 mois qui ont conduit à la mort de 121 personnes. Dans les autres cas, les victimes ont pu être sauvées à temps. Ces drames ont eu lieu en majorité en mer, puis en piscine, dans des cours d'eau, enfin dans des lacs ou des étangs. Voilà, on respire au souffle en maintenant le menton vers le haut, Hugo. Pourtant, même sans savoir nager, il existe des techniques simples comme la position de l'étoile pour réduire les risques de noyade. Donc la position dorsale, c'est vraiment la position qu'il faut adopter et apprendre dans les débuts, de façon à pouvoir respirer, souffler, reprendre son équilibre, reprendre confiance en lui. À noter aussi, 20% des noyades ont lieu pendant une activité autre que la baignade. Nautisme, pêche, plongée, canoë-kayak, rafting. Prudence donc.
On en vient aux suites du coup de théâtre, donc dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval. Son mari Jonathan, qui avait reconnu dans un premier temps l'avoir étranglée, a changé sa version fin juin. Il accuse à présent son beau-frère du meurtre en évoquant un pacte secret passé par la famille pour dissimuler les faits. Ce soir, Grégory Gay et son épouse Stéphanie, sœur d'Alexia, ont décidé de répondre à ces accusations face caméra. Pour Jonathan a bien tué sa femme. Il aurait même bénéficié d'un complice, David Malège. C'est accompagné de sa femme Stéphanie, la sœur d'Alexia Daval, que Grégory Gay parle pour la première fois. Mercredi dernier, il est auditionné par le juge d'instruction. Jonathan Daval, son beau-frère, vient de revenir sur ses aveux et l'accuse d'avoir étranglé sa belle-sœur. On pensait qu'on avait déjà atteint les sommets de l'horreur et on s'est aperçu qu'on pouvait encore aller un petit peu plus haut. C'est l'ahurissement, c'est la consternation. On n'est pas préparé pour ça, on n'a jamais envisagé ça. Le meurtre d'Alexia, sur fond de complot de famille, le couple s'interroge sur de telles accusations. Pour Grégory Gay, Jonathan Daval pourrait avoir agi par vengeance et par peur. Il a l'air d'être assez narcissique, donc je me suis dit que la première hypothèse c'était qu'il puisse m'en vouloir d'être aujourd'hui le seul gendre de la famille Fouillot. Depuis que j'ai compris qu'il avait pu avoir accès à mes PV d'audition auprès des enquêteurs, je me dis que peut-être il a vu quelque chose qui lui a fait peur. Peut-être que j'étais sur la bonne voie dans mes hypothèses et que c'est pour ça aujourd'hui qu'il essaye de me charger. Convaincus de la culpabilité de Jonathan Daval, Grégory et Stéphanie Gay reviennent également sur la mort d'Alexia le 27 octobre dernier. Ils évoquent même la possibilité de l'implication d'une autre personne. Il y a quand même une constante, c'est qu'à chaque fois, il ne nous dit pas qu'il a brûlé le corps d'Alexia. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a un complice quelque part. Directement mis en cause par Jonathan Daval, Grégory Gay envisage de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Suite au revirement du principal suspect, les enquêteurs, eux, doivent désormais procéder à de nouvelles vérifications. L'émotion cet après-midi aux Invalides. Un hommage national a été rendu à l'ancien résistant Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, journaliste et écrivain qui a consacré la majeure partie de sa vie à témoigner de l'extermination des Juifs d'Europe. La cérémonie a été célébrée en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Claude Lanzmann a ensuite été inhumé au cimetière du Montparnasse, non loin de Simone de Beauvoir, dont il fut le compagnon. Donald Trump aura soufflé le chaud et le froid jusqu'à la fin du sommet de l'OTAN. Après avoir menacé de se retirer, il s'est félicité d'avoir obtenu l'accord de ses alliés de contribuer davantage au financement de l'organisation internationale. En quittant Bruxelles, il a fini par déclarer que l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN restait très fort. Et après Bruxelles, le président américain s'est envolé pour Londres. Il entame une visite de 4 jours en Grande-Bretagne. Sa venue risque d'être très largement perturbée par de nombreuses manifestations contre son intransigeance conservatrice. Bref, certains Britanniques l'attendent de pied ferme. Demain, Donald Trump sera reçu par la reine à l'heure du thé. Récit signé Pauline Buisson. À peine descendu de l'avion, le président américain et son épouse s'engouffrent dans un hélicoptère. 60 km à parcourir pour rejoindre Londres. Le trajet est certes plus rapide par les airs, mais il évite surtout à la délégation américaine de rencontrer d'éventuels manifestants. Sans encombre donc, Donald et Melania Trump arrivent à la résidence de l'ambassadeur américain à Londres. À l'extérieur, des manifestants se font entendre. Donald Trump n'est pas le bienvenu, peut-on lire sur les pancartes. Sécurité maximum, de hautes barricades protègent les lieux. Situation tendue à tel point que l'ambassade dispense sur son site des conseils de prudence aux ressortissants américains présents sur le sol britannique. Faire attention à son environnement, faire profil bas. De multiples manifestations sont prévues lors de cette visite. Les organisateurs souhaitent, je cite, un carnaval de la contestation, pour dénoncer notamment la politique migratoire de Donald Trump. Symbole de ces mobilisations, ce ballon baptisé Baby Trump, 6 mètres de haut, un bébé Trump en couche-culotte, portable à la main. On voulait faire quelque chose que ni Donald Trump ni personne au monde ne pourrait manquer. Que le président américain voit notre ballon ou commente notre initiative, on s'en moque. On veut juste faire sourire les gens qui, pour certains, commencent à désespérer de la politique. Dans ce contexte, le programme de Donald Trump prévoit qu'il évite de trop rester à Londres. Ce soir, dîner avec Theresa May en dehors de la ville. Demain, son hélicoptère le conduira au château de Windsor pour un tea time avec la reine. Et ce week-end, direction l'Écosse
pour quelques parties de golf. Retour en France, c'est bien connu, ce qui est fait n'est plus à faire alors que leurs enfants sont à peine en vacances. Certains parents organisent déjà la course. Oui, la course aux fournitures scolaires. Bonne nouvelle, cette année, les prix sont à la baisse, même si les budgets restent élevés. On voit tout ça avec Amélie Duchamp, Pascal Largeron et Geoffrey Marin-Joësse. Sitôt achevée l'année scolaire, préparez la prochaine. Comme Marilyn et Elina, un quart des familles s'y adonnent dès juillet. Question d'organisation et quête de promotion. Nous partons en vacances sur tout le mois d'août et qu'on ne veut pas arriver dans les magasins avec des rayons vides. Il y a des classeurs, des intercalaires, des stylos. Budget moyen 150 € pour entrer en primaire, 350 pour le collège, 420 lorsque vous entrez en seconde. Addition relevée, il faut donc faire des arbitrages, éviter les doublons. De toute façon, elle n'écrit pas au stylo plume, donc je ne le prends pas. Papier millimétré, en fait, il en reste de l'année dernière, donc elle va prendre ce qui reste. Le prix moyen des fournitures, notamment sous la pression d'Internet, baisse moins 4% en 2016, contrebalancé par la hausse ciblée sur certains produits. Argument marketing et technologique en étendard. Exemple, ce stylo vaut 6,20 €. À la clé des vertus pas forcément indispensables. Il est doté d'une encre thermosensible qui s'efface quand il fait chaud et qui réapparaît quand on la met au frigo, par exemple. Dans cette usine, le rush arrive à son terme. Pendant 6 mois, on a produit 120 000 cahiers par jour, de quoi garnir les papeteries. Quasiment 5 à 6 machines qui tournent en 3/8, donc vraiment à plein jusque fin juin. En automatisant, on essaye aussi d'avoir un niveau de prix qui reste compétitif. Les ventes de fournitures scolaires se tassent, moins 1%, une première depuis 10 ans. Il faudra attendre la fin de l'été pour juger le cru 2018. Les 3/4 des ventes ont lieu entre la mi-août et septembre, tirées notamment par l'allocation de rentrée scolaire, entre 367 et 401 € versés sous conditions de ressources à 3 millions de familles, carburant utile pour doper la consommation. 36 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est la somme qu'a remporté une jeune femme de 20 ans au dernier Euromillion. Cette habitante du Haut-Rhin est devenue ainsi la plus jeune gagnante en France de ce jackpot. Le 19 juin dernier, l'Alsacienne a trouvé les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles du jeu. Celle qui souhaite rester anonyme, on la comprend, n'entend pas changer de vie pour autant, mais se donne 2 ans pour réfléchir à ses projets. Et justement, on en vient à cette aventure rafraîchissante qui coûte, elle, 0 €. Celle qu'ont choisi de vivre 2 étudiants, Pierre-Élie et Anouk, se sont offert une année sabbatique et depuis 9 mois, ils sillonnent non pas le monde, mais la France en autostop et sans argent. Le principe, se laisser guider au fil des rencontres et raconter la générosité des Français. Leur périple se termine à la fin du mois, l'occasion de dresser avec eux le bilan d'une belle aventure humaine. Lola Sarenti, Christophe Huette et Arthur Day. Débrouillards, insouciants, culottés, on ne sait pas trop comment les qualifier. Anouk et Pierre-Élie, souvent poussent au vent, toujours libres comme l'air. Et comme on n'a pas d'itinéraire, notre moyenne d'attente c'est 10 minutes parce que en fait, la voiture qui va s'arrêter, on lui dit oui et puis on y va. Merci beaucoup. Voilà 9 mois qu'ils parcourent la France en autostop. À leur compteur, 23 000 km, 90 départements traversés grâce à 850 conducteurs. Merci encore. Ils ne savent pas où ils vont le jour et où ils dorment la nuit. Des autostoppeurs sans destination, mais avec un but, créer du lien. En laissant plein d'imprévus en fait dans notre vie, ça a créé plein de choses, quoi. Les gens ils se disent vous avez le temps, je vais vous montrer ça. Et donc on est absolument disponible sur le moment présent pour être dans la rencontre. Des rencontres qu'ils nous racontent sur les réseaux sociaux. Et là il y a Bertrand qui nous dit vous voulez un café ? Bertrand, le forgeron qui leur apprend son métier. Colette, la retraitée, qui se fait conduire en Franche-Comté. On est encore à 2 bars ? Oui, à 0 bar, c'est Colette qui pousse. On a passé Noël avec une grand-mère qui avait 78 ans et qui allait le passer toute seule. Et au final, on a fait un réveillon tous les 3 ensemble. Un voyage à 0 €. Pour manger, ils demandent les invendus. Dans les supermarchés, pour dormir, c'est chez l'habitant. Et on cherche un endroit pour dormir ce soir. Alors moi je vais chez mes parents donc ça va être compliqué. Ce jour-là, à Gradignan, après quelques refus polis. La dame nous a proposé un studio carrément pour passer la nuit, quoi. Donc ouais, c'est carrément la bonne nouvelle. Leur voyage, c'est aussi cela. Montrer la générosité des Français qu'ils croisent. C'est réussi aujourd'hui et ce sera encore vrai demain.
C'est donc un événement. Tom Cruise est à Paris pour une avant-première mondiale exceptionnelle, celle de Mission Impossible Fallout. La star que vous voyez ici au Trocadéro a joué le jeu des selfies, des autographes. Si Tom Cruise a souhaité promouvoir le 6e épisode de la saga dans la capitale, c'est parce qu'une grande partie du film a été tournée à Paris. Un divertissement d'action à grand spectacle dans lequel il saute entre des immeubles, pilote une moto à grande vitesse ou encore est suspendu à un hélicoptère. Et pour Coronel Tout, Nathalie Renaud l'a rencontré en exclusivité pour M6 aujourd'hui. Regardez. Bonjour Tom Cruise. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous rencontrer ici, en France. Une grande partie du film se déroule en France. C'est vous qui l'avez souhaité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Paris ? On voulait faire une déclaration d'amour à Paris. C'est une ville très cinématographique, magnifique. Et nous voulions célébrer Paris. Avec Mission Impossible, j'ai la chance de pouvoir aller au contact de différents pays, de différentes cultures, et y faire des films avec mes équipes. Et cette fois, je voulais mettre en valeur votre architecture et votre culture. C'est pour ça qu'on est ici. Et vous pensez avoir réussi ? C'est à vous de me le dire. Oui. Merci beaucoup. C'est ce qu'on espérait. Quand le vent va tourner, Ethan Hunt perdra tout ce qu'il a aimé. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Tu ferais mieux de t'en aller. S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi. Il y a beaucoup de cascades, évidemment, dans Mission Impossible. On vous voit courir, sauter, grimper. On vous voit sur une moto, sans casque, dans Paris, dans un hélicoptère. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Chaque cascade a ses difficultés. Traverser Paris sans casque, avec des voitures qui roulaient en sens inverse, c'était vraiment un challenge. C'était tendu. Je vous assure que vous n'avez pas envie de tomber, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je roulais vraiment vite, c'était très risqué, très beau mais très risqué. Chaque jour, quand c'était fini, on était soulagé. L'hélicoptère, ça, c'était unique. Je me suis entraîné pendant 1 an et demi et il fallait des compétences particulières parce que je devais avoir l'air de ne pas tout contrôler. Je volais avec un engin qui était à quelques mètres d'une falaise et je devais le faire partir en vrille. Je peux vous dire que quand vous faites des choses comme ça, vous arrivez à un tel degré d'adrénaline que vous êtes hyper concentré et que vous voyez et vous ressentez tout autour de vous. Et vous vous êtes blessé à Londres ? Oui, à Londres, dans une cascade où je ne faisais que courir. Je ne suis pas en hélico ni en moto. Vous sautez ? Oui, c'est vrai, je saute. Mais quand même, c'était un saut intense et je me suis cassé la cheville en heurtant le mur. Vous avez rendu visite au GIGN, à Satori, il y a quelques jours. Pensez-vous que ces hommes-là, ce soient les Ethan Hunt français ? Ils sont tellement impressionnants. Ils m'ont fait une démonstration incroyable. J'avais entendu parler d'eux, évidemment, comme tout le monde. Mais pouvoir les rencontrer, les voir s'entraîner, connaître un peu mieux leur histoire, c'était vraiment exceptionnel. Je vais où, Benji ? Prends à gauche ! Allez, vas-y ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Je saute du haut d'un immeuble ! Ah, pardon, bonne chance ! Dans le film, vous courez beaucoup après l'ennemi. Mais dans la vie, qu'est-ce qui vous fait encore courir ? De quoi est-ce que vous rêvez après une telle carrière ? Déjà, merci. C'est incroyable ce que j'ai accompli. Mais il y a toujours des choses à découvrir dans ce monde. Un endroit où je rêve d'aller, une montagne à gravir. J'aime apprendre, je suis toujours en train d'étudier différents sujets. Les compétences que j'ai acquises, j'essaye en permanence de les améliorer. La voiture, la moto, mon jeu d'acteur, produire des films. J'essaye toujours d'aller plus loin. Il y a tellement de choses à voir, tellement de gens à rencontrer. Ça ne s'arrête jamais. Mon intérêt pour la vie ne fait que grandir. Dans le film, il n'y a pas que les cascades. Il y a aussi ce moment où vous parlez français.
Est-ce que vous pouvez parler français pour nous? Il faut aller voir le film. Vous savez, j'ai grandi au Canada. J'ai des amis qui parlent français. Quelques mots. J'ai étudié votre langue. Je comprends, mais j'ai toujours beaucoup de réticence à parler. Je vous comprends quand vous parlez, mais ça s'arrête là. Bonjour, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains films, pour les prochains rôles? Je travaille sur plusieurs films. Top Gun en ce moment. Je suis très excité par ce tournage. Vous savez, je suis toujours sur 4 ou 5 projets en même temps, des scripts, des scénarios, des choses sur lesquelles je planche. Le jour de mon anniversaire, on a fini le film. Le 3 juillet, on a terminé Mission Impossible. Et c'était mon plus beau cadeau. Un point final après un énorme travail. Et il y aura un Mission Impossible 7. Oui, on travaille dessus. Ah, cool. Very cool. Thank you so much, Tom Cruise. Thank you very much. Ce Mission Impossible 6 sortira le 1er août. En France, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Après la météo et scène de ménage, ne ratez pas le grand retour de Pékin Express. Après 4 ans d'absence, le jeu d'aventure piloté par Stéphane Rothenberg revient dans une version encore plus folle et extrême pour les candidats. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guillaume. Qu'est-ce que Nathalie Renaud qui sera là pour le 19h45. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.